Tu croyais que c'était de l'amour, mais au fond, quelque chose n'allait pas. Tu donnais, tu comprenais, tu pardonnais, et pourtant, tu te sentais vidé, épuisé, incompris. Comme si plus tu te rapprochais de cette personne, plus tu disparaissais toi-même. Ce n'est pas un hasard, et ce n'est pas de ta faute. Tu as peut-être été mis sur le chemin d'un manipulateur narcissique, et tu t'en veux encore de ne pas l'avoir vu venir. Tu te demandes pourquoi c'est tombé sur toi, comment tu as pu rester si longtemps, pourquoi tu n'arrives toujours pas à t'en détacher. Mais ce que tu vas découvrir dans cette vidéo va tout changer. Parce que non, tu n'es pas naïf, tu n'es pas faible, tu es simplement humain. Et cette relation, aussi douloureuse soit-elle, n'est pas là pour te briser. Elle est là pour te révéler. Alors reste avec moi jusqu'au bout, parce qu'on va parler de ce que personne ne t'a jamais vraiment expliqué. Les pièges invisibles de l'emprise, les signaux que ton corps a ignorés, les failles que le manipulateur a su exploiter, et surtout, la force que tu peux en tirer. Pas pour te venger, mais pour ne plus jamais redescendre à ce niveau. Et si tu te reconnais déjà, même dans une seule phrase, alors laisse un like, parce que ce message est pour toi. Tu peux aussi partager ton expérience en commentaire, ou simplement écrire un mot. Même juste un merci, si tu n'as pas encore les mots. Parce que ce que tu vis, des milliers de personnes le vivent aussi. Et aujourd'hui, tu n'es plus seul. Nikola Tesla, philosophe de la science, génie isolé. Il a offert à l'humanité l'électricité telle qu'on l'utilise aujourd'hui. Pourtant, il a été manipulé, trahi et effacé par ceux qui ont su mieux manipuler les réseaux d'influence. Edison, entre autres, a exploité ses idées pour asseoir son propre pouvoir. Tesla a fini seul, ruiné, alors qu'il avait changé le monde. Il ne manquait pas d'intelligence, il manquait de cynisme. Alan Turing, l'homme qui a brisé le code Enigma, écourté la Seconde Guerre mondiale de 2 ans, sauvé plus de 14 millions de vies selon les historiens. Mais les institutions l'ont broyé, manipulé, forcé au silence, soumis à une thérapie chimique infâme pour sa sexualité avant qu'il ne mette fin à ses jours. Son intelligence dépassait celle de son temps, mais cela ne l'a pas protégé du mépris, de l'injustice, ni des jeux de pouvoir. Et Socrate, un des pères de la pensée occidentale, manipulé par l'opinion publique, par les accusations absurdes de corruption de la jeunesse, condamné à mort. Non parce qu'il était coupable, mais parce qu'il dérangeait ceux qui se nourrissaient de l'ignorance des autres. Même la lucidité radicale ne protège pas de la manipulation quand elle est bien déguisée. Ces hommes ne sont pas faibles, ils sont brillants, courageux, visionnaires. Et pourtant, ils ont tous été pris dans des toiles manipulatrices. Pourquoi? Parce que la manipulation ne cible pas la stupidité. Elle cible l'empathie, la bonté, la vision, l'espoir. Le manipulateur narcissique ne cherche pas à dominer les plus simples. Il cherche à siphonner l'énergie de ceux qui ont quelque chose de rare. Aujourd'hui, on estime qu'une personne sur 25 est narcissique pathologique, pas simplement égocentrique. Narcissique dans le sens clinique, sans remords, sans introspection, avec une capacité froide à imiter l'émotion pour contrôler. Tu en as déjà croisé un. Peut-être que tu vis encore sous son influence. Et si tu crois que ton intelligence ou ta lucidité te protège, rappelle-toi que même les plus grands y sont tombés. Ce n'est pas ton ignorance qui t'a piégé, c'est ta lumière. Les manipulateurs sentent l'énergie émotionnelle. Ils savent lire la moindre faille. Ils repèrent ton besoin d'être compris, ta tendance à pardonner, ton désir d'aider. Ils s'en servent, pas frontalement, subtilement. Ils donnent ce que tu attends, jusqu'à ce que tu ne distingues plus le vrai du faux. Le processus est insidieux, et c'est là que beaucoup tombent. Selon les recherches du docteur Georges Simon, les manipulateurs ont 3 points communs. Ils inversent systématiquement les rôles, ils utilisent la culpabilité comme arme de soumission, et ils agissent dans le flou. Ils ne te frappent pas. Ils t'amènent à douter de toi. Ils te volent ton centre de gravité. Et tu finis par penser que tu es le problème. C'est une stratégie, pas un accident. Si tu t'es déjà demandé comment tu as pu te faire avoir, alors sache que tu es dans la norme.
Une étude de l'université de Stanford a montré que les personnes les plus manipulées sont souvent les plus empathiques et les plus éduquées émotionnellement. Parce qu'elles cherchent à comprendre, à excuser, à réparer. Mais on ne peut pas réparer quelqu'un qui utilise ta compassion comme une faille. La question n'est pas « Pourquoi tu n'as pas vu venir la manipulation ?» La vraie question c'est « Pourquoi ton propre système de valeurs t'a empêché de croire que quelqu'un pouvait fonctionner sans conscience ?» Et la réponse, c'est que tu es encore humain. Et c'est précisément ce qui t'a attiré cette leçon. Maintenant, tu peux commencer à voir clair. Car ce que ces figures historiques ont vécu, ce que les études modernes révèlent, ce que tu ressens aujourd'hui, tout cela n'est pas une série de hasards. C'est un pattern, un schéma qu'on peut décrypter, comprendre et dépasser. Et dans les prochaines minutes, tu vas voir pourquoi cette personne est entrée dans ta vie et ce qu'elle est venue t'apprendre malgré elle. Avant de passer à la suite, tu peux laisser un like, t'abonner et écrire en commentaire « Je ne me ferai plus manipuler ». Maintenant, on continue. Tu penses que c'est arrivé par accident, que tu es simplement tombé sur la mauvaise personne au mauvais moment. Mais si tu regardes bien, si tu analyses les détails, les circonstances, ton état émotionnel au moment de la rencontre, tu verras que rien n'était si aléatoire. Cette relation n'est pas née du hasard. Elle est née d'un terrain intérieur. Et ce terrain, c'était toi. Dans plus de 82% des cas, selon une méta-analyse publiée dans Journal of Interpersonal Violence, les personnes qui tombent sous l'emprise d'un manipulateur narcissique ont une histoire émotionnelle marquée par un manque. Manque de reconnaissance, manque de sécurité affective, ou encore manque de validation personnelle. Ce sont des failles invisibles, mais constantes. Des micro-fissures psychologiques que les narcissiques savent lire comme un livre ouvert. Ils flairent les blessures non résolues. Et toi, tu crois que c'est une coïncidence. À l'instant où tu as croisé cette personne, il y avait en toi un besoin silencieux. Peut-être un moment de vide, de doute, de transition. Peut-être venais-tu de sortir d'une période difficile. C'est dans ces moments-là que les manipulateurs opèrent. Pas quand tu es au sommet de ta puissance, mais quand tu cherches à redéfinir quelque chose. Et ils arrivent, exactement là où tu es vulnérable, avec exactement ce que tu penses avoir besoin. Ce n'est pas magique, c'est comportemental. Carl Jung appelait cela la synchronicité, mais dépouillé de toute dimension mystique, cela relève surtout d'un mécanisme psychologique. Nous attirons ce qui correspond à notre état intérieur. Si tu te sens incomplet, tu ne reconnaîtras pas les signes d'un prédateur, parce que tu regarderas ses qualités avec l'enthousiasme de celui qui cherche un sauveur. Et les narcissiques le savent. Ils ne cherchent pas seulement quelqu'un de gentil, ils cherchent quelqu'un d'ouvert émotionnellement, mais qui n'a pas encore appris à poser des limites. Une personne qui aime profondément, mais qui ne se méfie pas encore des masques. Ils te testent, ils observent tes réactions, et très vite, ils adaptent leur rôle. Ce que tu prends pour de la compatibilité n'est qu'un miroir calibré. Ce que tu crois être une connexion, c'est une simulation. Mais attention, cela ne fait pas de toi une victime naïve. Cela fait de toi une personne humaine, une personne avec une histoire, avec des zones d'ombre. Et c'est là que le stoïcisme entre en jeu. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. » Et si tu commençais à voir cette rencontre non pas comme une malédiction, mais comme un révélateur, un déclencheur de conscience. Parce que cette personne est entrée dans ta vie au moment exact où tu devais apprendre quelque chose de fondamental sur toi-même. Ce que tu pensais être de l'amour était peut-être un écho d'une blessure ancienne. Ce que tu appelais « connexion » était une tentative de combler un vide intérieur. Ce que tu cherchais, en réalité, ce n'était pas l'autre. C'était toi. Et le manipulateur est venu occuper cette place vide, jusqu'à ce que tu comprennes qu'il ne pouvait jamais la remplir. Le stoïcien ne maudit pas les événements. Il les observe. Il cherche ce qu'ils révèlent. Et dans cette perspective, ce manipulateur est peut-être l'un des professeurs les plus rudes que tu aies rencontrés, mais aussi l'un des plus utiles. Il t'a forcé à voir ce que tu refusais de regarder, ce que tu attends des autres, ce que tu acceptes par peur de perdre, et ce que tu ne te donnes pas encore à toi-même.
La souffrance n'était pas gratuite. Elle était guidée, non par l'univers, non par une force magique, mais par la logique froide de ton système émotionnel. Et maintenant, tu sais, ce n'était pas une erreur. C'était une répétition, une tentative de ton inconscient de résoudre un vieux schéma. Et tant que tu ne le verras pas, ce schéma reviendra, sous un autre nom, un autre visage, un autre masque, mais aujourd'hui, tu peux briser le cycle. Car comprendre, c'est commencer à se libérer. Tu crois que tu fais des choix rationnels, que tu restes parce que tu espères que les choses vont s'arranger, parce que tu crois encore en l'amour. Mais la vérité est bien plus dérangeante. Si tu n'arrives pas à te détacher, ce n'est pas un manque de volonté. C'est ton propre cerveau qui t'a ligoté. La dopamine, la noradrénaline, l'ocytocine. Ces 3 substances biochimiques suffisent à expliquer pourquoi tu t'accroches à une relation qui te détruit. Dès les premières semaines, le manipulateur narcissique déclenche un pic de récompense cérébrale. Il t'idéalise, te valorise, te fait sentir spécial. Et ton cerveau, affamé de reconnaissance ou d'affection, enregistre ça comme une source de plaisir. C'est ce qu'on appelle le love bombing. Et ça fonctionne, même sur les personnes les plus lucides. Une étude du Journal of Neuropsychopharmacology a montré que ces premières phases d'intensité émotionnelle activent exactement les mêmes zones cérébrales que la cocaïne. L'attachement qui en découle est littéralement une dépendance. Tu n'es pas simplement tombé amoureux, tu es tombé accro. Et comme toute addiction, le sevrage est douloureux. C'est ce que tu ressens quand tu essaies de t'éloigner. Une confusion mentale, une douleur physique, une obsession irrationnelle. Même si tu sais que cette personne te fait du mal. Tu repenses au moment où tout semblait parfait, et ton cerveau, programmé pour la survie émotionnelle, te pousse à revenir. Pas pour revivre la souffrance, mais pour retrouver cette première dose. Mais le manipulateur le sait. Alors il alterne. Il te donne, il t'enlève. Il t'élève, puis te rabaisse. C'est ce qu'on appelle le renforcement intermittent. Un concept bien connu dans les travaux de B.F. Skinner, pionnier de la psychologie comportementale. Ce système de récompense aléatoire est le plus puissant pour créer de l'attachement, plus encore que la punition constante ou la récompense régulière. Tu ne sais jamais quand la douceur reviendra, alors tu restes, et tu espères. Ajoute à ça l'effet de dissonance cognitive, étudié par Festinger. Ton cerveau déteste avoir 2 idées contradictoires en tête. Cette personne m'aime, et cette personne me détruit. Alors il choisit la plus supportable émotionnellement. Il minimise, justifie, tord la réalité pour protéger ce lien. Parce que reconnaître la toxicité, c'est admettre que tu t'es trompé, que tu as été utilisé. Et ça, ton ego ne veut pas l'entendre. Enfin, il y a la mémoire implicite, celle qui se forge dans l'enfance. Si tu as grandi dans un environnement où l'amour était instable, conditionnel, parfois absent, alors ton cerveau associe le chaos à l'amour. Et quand un manipulateur reproduit ce même rythme de présence-absence, il déclenche une sensation paradoxale de familiarité. Tu crois que c'est de l'amour. Ce n'est que la répétition d'un schéma ancien. Ce n'est pas ton cœur qui s'est trompé. C'est ton système nerveux qui a interprété le danger comme du désir. Et tout ça, les narcissiques le savent. Peut-être pas de manière académique, mais instinctivement. Ils savent comment déclencher les bons signaux, au bon moment. Ils t'observent, ils adaptent, ils répondent à tes failles, comme un algorithme prédateur. Ce n'est pas de la magie. C'est de la manipulation comportementale. Mais une fois que tu comprends ça, tout change. Tu comprends que ton attachement n'est pas une preuve d'amour. C'est une boucle chimique, un piège émotionnel. Et que la sortie ne se fera pas par la logique seule, mais par une rééducation de ton cerveau. Des routines, des coupures nettes, des zones sans contact, une reconstruction de ton système de récompense. Tu ne peux pas te libérer si tu crois encore que cette douleur est de l'amour. Tu dois la voir pour ce qu'elle est, une réaction neurobiologique à un stimulus erroné. Et tu peux en sortir, parce que ton cerveau est plastique. Il peut réapprendre, il peut désactiver ses connexions, en créer de nouvelles, mais il a besoin de toi, de conscience, de cohérence, et surtout, de limites. Le cerveau a été complice, mais il peut redevenir ton allié.
à condition que tu cesses de te raconter que c'était du destin. C'était un déclencheur, un signal, et tu viens de commencer à le décrypter. Avant de passer à la suite, prends un instant pour laisser un like et écrire en commentaire un simple message comme « Merci » ou « Je suis libre ». Pas pour moi, mais pour toi, pour ancrer en toi le changement. Friedrich Nietzsche a écrit « Celui qui combat des monstres doit veiller à ne pas en devenir un. Et si tu regardes trop longtemps l'abîme finit par regarder en toi. » Ce n'est pas une métaphore abstraite, c'est une réalité psychologique. Quand tu restes trop longtemps face à une personnalité manipulatrice, elle ne se contente pas de te blesser. Elle révèle quelque chose que tu portais déjà. Et c'est ça, le plus troublant. Carl Gustav Jung, quant à lui, ne croyait pas aux coïncidences. Pour lui, tout ce que nous attirons dans notre vie est un reflet de ce que nous n'avons pas encore intégré. Ce n'est donc pas un hasard si tu es tombé sur cette personne. Ce n'est pas juste de la malchance. Ce manipulateur n'a pas créé tes blessures, il les a activées. Et ce qu'il a trouvé en toi, ce n'était pas ton amour, c'était ton vide. Des chercheurs en psychologie relationnelle ont analysé plus de 2500 histoires de relations toxiques et dans 87% des cas, les victimes avaient une blessure affective d'enfance non résolue. Abandon, rejet, humiliation ou négligence émotionnelle. Tu peux être brillant, adulte, fort. Mais si ton passé contient un manque non reconnu, ton cerveau émotionnel va le compenser. Et c'est précisément là que le narcissique s'infiltre. Il lit cette faille. Pas consciemment peut-être, mais avec une précision glaçante. Il voit ton besoin d'être choisi. Il sent ta tendance à pardonner trop vite. Il observe ta peur de déranger. Et il s'ajuste. Ce qu'il reflète au début, ce n'est pas la vérité. C'est la projection de ce que tu espères encore recevoir de quelqu'un, de l'attention, de la sécurité, de la reconnaissance inconditionnelle. Et c'est en te donnant ça, en surface, qu'il t'enferme. On croit souvent que le manipulateur impose un masque, mais en réalité, il révèle un masque déjà présent en toi, celui que tu as construit pour être aimé, celui que tu portes depuis des années pour éviter d'être abandonné. Peut-être même sans t'en rendre compte, il te pousse à t'oublier, à te taire, à arrondir les angles, à faire passer ses besoins avant les tiens. Et tu le fais, parce qu'en toi, quelque part, tu crois encore que si tu es suffisamment bien, il finira par changer. Tu n'es pas faible, tu es conditionné. Des travaux récents en neurosciences affectives, comme ceux de la Dr Bessel van der Kolk, montrent que le corps mémorise la blessure bien plus que l'esprit. Ton système nerveux devient hyper réactif. Tu entres dans un mode de survie émotionnelle, fiche-toi, fais plaisir, ne provoque pas. Et chaque comportement du manipulateur appuie sur ces zones de tension. Tu ne réagis plus en adulte, tu réagis comme l'enfant que tu étais, face à une autorité imprévisible. Alors cette personne, aussi toxique soit-elle, t'a permis de voir ça. Elle t'a forcé à regarder là où tu ne voulais plus regarder, là où tu avais mis un couvercle. Le besoin de reconnaissance, la peur d'être seul, le sentiment que tu dois mériter l'amour pour le garder. Elle a gratté là où ça brûlait. Et si tu écoutes bien, tu comprendras que le vrai combat n'était jamais contre elle. Le vrai combat, il était entre la version de toi que tu montres et celle que tu caches. Tu pensais être en couple avec quelqu'un de dangereux, mais tu étais aussi enfermé avec tes non-dits, tes compromis, tes espoirs irréalistes. Tu espérais que cette personne t'apporte ce que tu ne t'étais jamais donné, une validation, une preuve de valeur. Et c'est pour ça que tu es resté. Pas à cause de l'amour, mais à cause du besoin. Et voilà ce qu'il faut comprendre. Le manipulateur a utilisé tes blessures contre toi, mais il les a aussi mises en lumière. Tu peux les fuir à nouveau, ou tu peux enfin les regarder et les guérir, pas en te punissant, en te reconnectant à ce que tu ressens vraiment, à ce que tu veux vraiment, et surtout à ce que tu refuses désormais de tolérer. Ce n'est pas l'autre qui t'a détruit, c'est ta propre douleur que tu as laissée sans nom trop longtemps. Maintenant, elle a un visage, elle a une forme, et tu peux enfin t'en libérer. Marc Aurèle gouvernait un empire en pleine crise,
Il faisait face à des trahisons, des manipulations politiques, des conflits incessants. Pourtant, dans ses pensées pour moi-même, il écrit ceci: « Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être. » C'est dans cette posture que réside l'arme la plus puissante contre un manipulateur, le détachement actif, lucide, souverain. La majorité des victimes cherchent à comprendre le manipulateur, à le changer, à sauver la relation. Mais c'est une guerre qui te vide, parce que tu combats sur son terrain. Lui, il ne cherche pas à construire, il cherche à dominer, à contrôler ton attention, tes émotions, ta perception de toi-même. Et chaque réaction de ta part, même la plus justifiée, l'alimente, parce qu'elle prouve que tu es encore accessible. Le stoïcisme ne t'invite pas à l'indifférence froide. Il t'invite à reprendre le contrôle là où tu l'as donné sans le voir, dans ta réactivité. L'université d'Harvard a publié une étude montrant que le simple fait d'être capable de nommer une émotion avec clarté, au lieu d'y réagir immédiatement, réduit son intensité de 40% en moyenne. C'est exactement ce que prône la pratique stoïcienne: observer, identifier, ne pas se laisser entraîner. Mais comment appliquer cela face à quelqu'un qui te provoque, te culpabilise ou te rejette dès que tu affirmes une limite? C'est là que commence l'indifférence active. Tu ne fuis pas, tu ne te venges pas, tu choisis de retirer ta réponse émotionnelle, tu coupes l'alimentation. Tu ne lui offres plus ce qu'il attend, ton trouble, ton besoin de justification, ta tentative de te faire comprendre. Et à ce moment précis, tu reprends le pouvoir. Un manipulateur ne sait pas gérer le vide. Il s'alimente de ton énergie, il te pousse à te défendre, à t'expliquer, à douter. Mais le silence ferme, le calme absolu, l'absence de réaction mesurée mais constante, le déstabilise. Il n'a plus de levier, il n'a plus d'accès. L'université de Stanford, dans une expérience menée sur les couples dysfonctionnels, a observé que le retrait stratégique de l'attention réduit significativement les comportements de manipulation dans plus de 65% des cas. Cela ne signifie pas que le manipulateur change. Cela signifie qu'il perd de l'intérêt dès qu'il ne peut plus obtenir ce qu'il veut. Le stoïcien ne cherche pas à punir, il cherche à se préserver. Il ne se bat pas contre les événements. Il s'élève au-dessus. Et c'est ce que tu peux faire, à partir du moment où tu cesses de te battre pour être compris. Car tu n'as pas besoin que cette personne comprenne ta souffrance. Tu as besoin de comprendre pourquoi tu l'as laissé y entrer. Tu peux couper le contact, tu peux ne plus répondre, tu peux ne pas lire, ne pas chercher à corriger. Tu as le droit de ne pas être un terrain de jeu émotionnel. Et ce choix ne te rend pas dur, il te rend libre. Et puis, il y a une vérité peu dite. Le détachement est souvent plus puissant que la confrontation, parce qu'il ne donne aucune accroche. Il est propre, silencieux, clair, et il agit en profondeur. Il marque une fin, pas une fin explosive, une fin calme, irrévocable. Et dans ce calme, le manipulateur perd. Il ne sait pas quoi faire d'un être qui n'a plus besoin de sa validation. Tu n'as pas besoin de gagner contre lui. Tu as besoin de te retrouver, intact, dans ta propre souveraineté intérieure. Et c'est là, à ce moment exact, que la guérison réelle commence. Il y a un moment, après la tempête, un instant presque silencieux. Tu n'es plus en train de fuir. Tu n'es plus dans le doute, ni dans l'espoir de comprendre ce que tu ne comprendras jamais. Tu es simplement là, plus calme. Tu ne cherches plus de réponses à l'extérieur. Tu commences à voir, vraiment. Et ce que tu vois, c'est toi. Ce n'est pas la même version que celle d'avant. Quelque chose en toi s'est effondré. Mais à travers cette chute, un socle s'est formé. Ce n'est pas de la dureté, c'est de la clarté. Tu sais désormais ce que tu ressens, ce que tu veux, ce que tu ne toléreras plus. Et cette lucidité, personne ne peut te la reprendre. Des chercheurs en psychologie de la résilience, comme Stephen Southwick et Dennis Charney, ont démontré que les personnes ayant traversé des expériences relationnelles toxiques et les ayant comprises développent ensuite un seuil de lucidité émotionnelle bien plus élevé que la moyenne. Elles détectent les signaux faibles, les comportements ambigus. Elles posent des limites sans trembler. Ce n'est pas de la méfiance,
C'est une nouvelle forme d'intelligence. Tu n'es plus celui ou celle qui cherche à plaire. Tu es celui ou celle qui s'honore, même dans le silence. Et c'est là que le tournant s'opère. Tu n'as plus besoin de prouver ta valeur. Tu n'as plus besoin de sauver quelqu'un pour mériter de rester. Tu n'es plus au service du manque. Tu es au service de ta paix. Et cette paix, tu la construis chaque jour, presque mécaniquement. Tu ressens quelque chose, tu l'identifies. Tu observes une tension, tu l'analyses. Tu sens une manipulation, tu ne plonges plus. Tu respires, tu décides. Tu reprends possession de ton attention, de ton énergie, de ton espace mental. Et ce geste simple devient ta liberté. Marc Aurèle écrivait « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Prends conscience de cela et tu trouveras la force. » Ce pouvoir intérieur, tu ne l'avais jamais autant senti qu'aujourd'hui. Parce qu'avant, tu cherchais à éviter la souffrance. Maintenant, tu sais que tu peux la traverser sans te perdre. Tu n'es plus en train de courir derrière quelqu'un. Tu n'as plus besoin de te justifier. Tu comprends que ce qui a failli te briser est précisément ce qui t'a redéfini. Pas comme une victime, mais comme un être conscient, plus affûté, plus connecté à lui-même, plus stable. Des IRM faites sur des patients ayant traversé une rupture toxique montrent que le cerveau, après la période de sevrage émotionnel, développe une meilleure régulation des centres de stress. Les zones activées lors de l'emprise s'apaisent et une nouvelle zone, associée à la conscience de soi, s'intensifie. Autrement dit, ton esprit devient plus robuste, plus résilient, plus éveillé. Ce n'est pas que tu ne ressens plus, c'est que tu ne réagis plus comme avant. Tu choisis. Et ce choix, tu le fais 1000 fois. Chaque fois que tu refuses de répondre à une provocation. Chaque fois que tu t'écoutes avant d'accuser. Chaque fois que tu honores ton intuition plutôt que ton besoin de prouver quelque chose. Tu ne deviens pas froid. Tu deviens incassable. Et cette transformation, tu ne la dois pas à celui qui t'a blessé. Tu la dois au moment précis où tu as décidé de ne plus te trahir pour rester aimé. À cet instant-là, tu as changé de dimension. Aujourd'hui, tu ne recherches plus les mêmes visages. Tu ne poses plus les mêmes questions. Tu ne donnes plus ton énergie à n'importe qui. Tu n'as plus besoin qu'on t'applaudisse pour avancer. Tu es redevenu ton propre point d'ancrage. Et c'est là, dans ce retour à toi, que tout commence réellement. Si ce que tu viens d'entendre t'a aidé, t'a parlé ou t'a fait voir les choses autrement, alors like cette vidéo ou clique sur merci pour soutenir cette chaîne. Tu peux aussi t'abonner, c'est gratuit, mais si tu veux aller plus loin, l'abonnement premium est là pour toi. Et surtout, n'hésite pas à commenter. Raconte ton histoire ou écris juste un merci. Parce que chaque mot que tu laisses peut aider quelqu'un d'autre à se libérer. Tu n'as pas vécu ça pour rien. Ce n'était pas un accident. C'était un point de rupture. Et maintenant, tu sais que ce n'est pas ton intelligence qui a été piégée, c'est ta sensibilité. Tu sais que tu ne peux plus retourner en arrière, parce que tu n'es plus la même personne. Tu sais aussi que tu es plus fort, plus lucide, plus aligné. Alors garde cette clarté, reviens à toi, et rappelle-toi, ce que tu tolères une fois, définit ce que tu vis pour longtemps. Mais à partir d'aujourd'hui, tu ne toléreras plus l'inacceptable, et ça, c'est la plus belle des victoires.